120 millions de personnes dans le monde sont concernées. La drépanocytose est en Afrique la première maladie génétique faisant des millions de victimes. En Côte d'Ivoire, entre 6 000 et 8 000 naissances annuelles sont porteuses de drépanocytose majeure. Au moins 60% n'atteignent pas l'âge de 5 ans. Franchir ces 21 ans est une chance en l'absence d'une bonne prise en charge. La prise en charge est très importante. Pourquoi? Parce que c'est elle qui permet d'éviter les complications de la maladie. On vit avec le diabète, on vit avec l'hypertension, on devrait vivre avec la drépanocytose aussi correctement si on est bien pris en charge. Il y a urgence, la lutte contre la drépanocytose est la 4e priorité de santé publique mondiale après le cancer, le sida et le paludisme. Avec son taux de prévalence, la drépanocytose est considérée comme le parent pauvre des maladies non transmissibles en Côte d'Ivoire. Au niveau des CHU, les services d'hématologie s'occupent de la prise en charge effectivement des enfants atteints de la drépanocytose. Actuellement, le défi, c'est de réduire au maximum cette maladie vraiment invalidante. 8 000 patients sont régulièrement suivis au CHU de Yopougon et bon nombre d'entre eux sont aux abois. C'est vraiment difficile. Des fois, au milieu de mois comme ça, on envoie plus une crise et on envoie. On ne sait pas où trouver l'argent pour l'envoyer. On est obligé de fouiller un peu l'argent du marché et on prend puis on l'envoie. La prise en charge de l'enfant, c'est difficile. Les médicaments, du sang, les médicaments coûtent cher. Chaque mois, il faut au moins 30 000 pour ça. 30 000 francs CFA par mois et par patient, rapportés aux 11 000 cas identifiés et régulièrement suivis, la drépanocytose coûterait annuellement près de 4 milliards de francs CFA aux patients, sans compter les hospitalisations fréquentes et les cas non encore identifiés. C'est beaucoup plus que le paludisme. Et pourtant, cette maladie héréditaire peut être contrôlée. Dès l'instant où l'ONU a considéré cette maladie comme étant une priorité de santé publique, il y a 3 mesures essentielles. La première mesure, c'est d'abord la mise en place d'un programme. Il faut un programme national de lutte contre la drépanocytose. Voilà. Donc, parce que 12%, c'est quand même très énorme. La deuxième mesure, c'est il faut qu'on vote une loi au sein de l'Assemblée nationale pour qu'il y ait un dépistage systématique de tous les enfants qui naissent sur le territoire ivoirien, dès l'âge de 6 mois. La troisième mesure, c'est la mise en place des centres. Le centre de lutte contre la drépanocytose. Et dans ce centre-là, les malades doivent être pris en charge avec une subvention de l'État. Le Mali, le Congo et le Togo abritent déjà de tels centres spécialisés. Une avance prise sur la Côte d'Ivoire, alors pionnière en Afrique de la lutte contre cette maladie. L'exemple américain montre qu'il est possible de prendre le dessus sur la drépanocytose et de soulager des millions de patients qui combattent bien souvent seuls ce globule rouge falciforme. Toureya Kadidia, 18 ans, sait désormais lire et écrire. Elle a même obtenu son certificat d'études primaires élémentaires CPE cette année. Le jour où je devais passer mon CP, j'étais vraiment malade. J'étais couchée à l'hôpital. Ils m'ont mis perfusion. Mais tellement je tenais à avoir mon CP. J'ai appelé l'infirmière, elle n'a qu'à venir débrancher, elle a refusé. Elle dit non, que tant que ce n'est pas fini, elle ne peut pas débrancher. Mais moi, je voulais vraiment passer pour être reconnue vraiment par l'État. Donc, j'ai débranché moi-même la perfusion et je me suis rendue sur les lieux pour passer. Et grâce à Dieu, ça s'est bien passé. J'ai eu mon CP. Un succès dû au Centre ivoirien d'alphabétisation. Tout comme elle, plusieurs personnes alphabétisées ont reçu leur diplôme au cours d'une cérémonie. L'alphabétisation permet de sortir de l'obscurantisme, d'où son intérêt. J'ai commencé dans ce centre depuis CP1. Aujourd'hui, j'ai eu mon CP. Je ne croyais même pas, je ne savais même pas qu'un jour même j'allais avoir un diplôme. Mais grâce à ce centre, j'ai eu un diplôme. Aujourd'hui, je compte aller très loin. Je suis très heureuse, les mots me manquent. Notre satisfaction, c'est de les voir s'insérer dans le tissu social de la vie active. Et Dieu merci, il y en a qui sont sages-femmes, il y en a qui sont infirmières. Et celles qui ont eu le CP, elles vont continuer si elles veulent. Ne serait-ce que regarder sur le papier de leurs enfants. Parce qu'aujourd'hui, les hommes sont partis. C'est nous les femmes qui faisons tout. Selon les statistiques de l'UNESCO, le taux d'analphabètes en Côte d'Ivoire s'élève à 51%. La marraine de la manifestation a exhorté donc les personnes analphabètes à s'inscrire dans les centres d'alphabétisation. Celles qui ne se sont pas inscrites, c'est de fréquenter les centres d'alphabétisation. Ces centres-là sont là pour les aider
apprendre à lire, à écrire et à calculer. On ne finit jamais d'apprendre, quel que soit l'âge, on continue d'apprendre et je les encourage dans ce sens à s'inscrire massivement. Relever le défi d'une lutte efficace contre l'analphabétisme en réduisant le taux de 51% à 35% d'ici à 2020, c'est l'objectif affiché par la Côte d'Ivoire. Des agents de banque compétents et prêts à relever le défi de la concurrence sur le marché international. Au nombre de 82, tous ivoiriens, ils ont été formés pendant 2 ans au Sénégal par des experts internationaux sur les nouvelles techniques bancaires. C'est un diplôme d'études supérieures qui rentre donc dans le cadre du renforcement des capacités des agents de la banque, mais avec des réalités professionnelles qui permettent donc à nos agents d'être donc au courant des nouvelles techniques bancaires et d'être plus performants donc dans leur travail de tous les jours. Pour les diplômés qui ont reçu leur parchemin, la formation va leur permettre de satisfaire les clients de plus en plus exigeants sur le marché. La formation m'a permis d'avoir une ouverture d'esprit sur beaucoup de points en rapport avec mon travail et qui me permettent aujourd'hui de pouvoir résoudre certains problèmes qui sont liés à la lecture du bilan, à la lecture du compte de résultat. Plus d'assurance dans mon travail au quotidien et une ouverture d'esprit sur le monde de l'entreprise puisque notre métier est multidimensionnel. Nous gérons les particuliers au quotidien, mais on a pu, à travers ce diplôme-là, avoir des acquis pour demain gérer des clients entreprises. Le parrain de la cérémonie a exhorté les banquiers à plus de professionnalisme pour accroître le taux de bancarisation en Côte d'Ivoire. Un taux qui, selon les statistiques de la BCEAO, est en dessous des 15%. Star Karaoke s'en va. 10 ans après, pour faire place à Star Live, la RTI a décidé d'innover. Les jeunes seront occupés par des cours de chant, de danse d'expression scénique et orale. 4 candidats seront désignés par les professeurs pour passer au prime time chaque vendredi. Un grand casting sera organisé en juillet pour départager les candidats. 16 parmi eux seront retenus et logés dans une villa. Star Live est un concours d'interprétation de chant en vue de découvrir la plus belle voix. Pour insuffler une nouvelle dynamique à l'émission, Konaté Daniel, producteur de renommée internationale, vient apporter sa touche à Star Live en tant que producteur exécutif. Représentant le directeur général de la RTI, Mariama Dachagas a exprimé son désir d'occuper sainement la jeunesse à travers les productions de la chaîne. Réveiller l'information auprès de nos téléspectateurs parce que comme vous le savez, nous faisons de leur satisfaction notre objectif fondamental afin qu'ensemble nous puissions réussir ce challenge à l'oreille de l'ouverture du paysage audiovisuel. Pour Hervé Kwasi, responsable à Move, c'est un partenariat gagnant-gagnant. Selon lui, ce partenariat No Limit permettra aux téléspectateurs de passer d'agréables moments. Les présélections ont débuté le 12 juin dernier avec les villes de Bondoukou, Bouaké, Korogo et se poursuivent. Dernière étape de cette tournée, le 5 juillet prochain à Abidjan, suivi de l'émission de lancement le 24 juillet. Pour être plus proche des téléspectateurs, la RTI met tout en œuvre pour que ces programmes soient diffusé en permanence sur son site. À Tombouctou, la destruction délibérée au nom de la lutte contre l'idolâtrie de 14 mausolées par les djihadistes occupant la ville en 2012 est encore dans toutes les mémoires. Le chantier de reconstruction de ces édifices inscrits au patrimoine mondial en péril a débuté l'an dernier après de longs mois de collecte et de recherche. L'objectif étant de les reproduire à l'identique. Nous avons trouvé, heureusement, après la destruction, des restes de murs qui sont là. On a fait des relevés, ça c'est déjà une première base d'information. Nous avons des informations à recueillir auprès des populations, auprès de la mission culturelle, auprès de la DNPC, pour avoir les anciennes photos, les documentations auprès des historiens qui sont ici à Tombouctou. Initiés par le ministère malien de la Culture avec l'appui de l'UNESCO, les travaux sont réalisés par les maçons de Tombouctou. Ils font appel à des techniques de construction traditionnelles, alliant la pierre et la terre locale. Organisés en corporation, ces artisans tiennent à transmettre ce savoir-faire ancestral aux jeunes générations. Pour reprendre ces mausolées qui ont été détruits par des djihadistes, on a préféré prendre des anciens et des nouveaux maçons pour leur faire apprendre ce qu'on devrait faire sur le chantier. La moitié des apprentis et la moitié des maçons, pour qu'ils apprennent avec nous ce qu'on a appris avec nos parents.
Au-delà de leur valeur architecturale, ces mausolées sont de véritables lieux de mémoire. Ils rendent hommage aux érudits qui ont contribué à la grandeur de la ville. Ali Ould Sidi est historien. Il a dirigé pendant 20 ans la mission culturelle de Tombouctou. Pour les Tombouctiens, les mausolées constituent le rempart. Psychologiquement, c'est le système de protection de la ville. Évidemment, la structure bâtie qui est là, c'est un savoir-faire aussi, c'est un style de construction, c'est le génie du maçon. Mais à côté de cela, il y a aussi l'homme qu'on appelle le saint qui est couché là. Cela veut dire que pour nous, ce saint a joué un rôle important dans le développement historique de Tombouctou. Avec la destruction des mausolées, c'est un pan de la culture malienne qui a été détruit. Aujourd'hui, la réhabilitation des biens culturels de Tombouctou, qui devrait durer 4 ans et mobiliser 11 millions de dollars, est, pour reprendre les mots du représentant de l'UNESCO au Mali, une façon de rendre aux Tombouctiens des éléments clés de leur mémoire et de leur identité collective.